Bonjour et bienvenue dans ce retour d'expérience de 1 an en 2024 en tant que DevOps indépendant. J'ai souvent eu des questions parce que je présentais mon activité comme je fais la même chose qu'avant, mais à mon compte, et ça a suscité parfois des questions, de l'incompréhension. Des fois j'ai eu des questions qui étaient par curiosité, mais aussi des gens qui souhaitaient se renseigner, et je me dis que ce retour d'expérience, ça peut apporter quelques pistes. Et puis j'ai eu souvent des questions d'autres indépendants que j'ai pu croiser quand moi j'étais salarié et qui me demandaient comment j'avais démarré et puis quelle voie j'avais suivi. Donc tout d'abord, il faut dire qu'il y a différents types d'indépendants, hein. C'est pas une seule méthode de travail. Un indépendant, c'est quelqu'un qui va tirer des revenus non pas d'un salariat d'une entreprise externe, mais de sa propre entreprise. Et j'ai regroupé trois grandes catégories, c'est un peu arbitraire, mais c'est pour expliquer comment ça fonctionne. Les indépendants que je qualifie de monoclients, donc qui vont être travailler pour un client unique et rester le plus longtemps possible. Les indépendants multi-clients qui ont en permanence des revenus chez plusieurs clients. Et puis la dernière catégorie, c'est l'indépendant qui vendrait non pas du temps, mais un service de type cloud, software as a service. Donc l'indépendant monoclient, si vous avez déjà travaillé dans une société de service ou chez un grand compte, vous avez dû en voir, c'est pas courant, mais ça existe souvent sur des missions un petit peu techniques ou des projets en difficulté, sur des audits. Donc de mon point de vue, c'est très efficace financièrement, ça diminue l'incertitude liée aux rentrées d'argent, car souvent c'est des missions longues, 6 mois, 1 an, voire 18 mois. Donc ça, c'est un point qui est très très positif. Et ça simplifie beaucoup l'approche commerciale, car on passe par des intermédiaires dans beaucoup de cas. Moi, les échos que j'ai eus, c'était systématiquement par des intermédiaires. Donc je sais que les indépendants n'aiment pas bien cet intermédiaire parce que sous-entendu ça prend une partie de la commission. Mais il faut savoir que quand le travail est bien fait, un intermédiaire pour moi c'est qu'un avantage parce que ça va détourer proprement le périmètre technique de la mission. Il va savoir quel est le budget. Donc le budget, même s'il y a un jeu lors de la négociation de savoir quel est le vrai budget, il sait quel est déjà le budget. Et puis les entreprises qui travaillent avec des intermédiaires, elles sont souvent un process, une formalisation. C'est moins la découverte que c'est moins compliqué que si on travaille avec une société où c'est la première fois qu'il y a un travailleur indépendant. Et même parfois en cas de difficulté financière, ça peut être l'intermédiaire qui paye directement, donc il peut faire tampon. Donc voilà, moi je pense que c'est un point très positif. Et le point que je mets de mitigé, quand on est monoclient, il y a un moment où la mission, même si elle est longue, elle finit, donc il faut changer de mission. Mais je l'ai mis dans un point mitigé parce que par rapport aux autres modes de fonctionnement, ça reste de mon point de vue quand même le plus confortable. Après, l'indépendant qui est multi-client. Donc il peut soit se partager entre plusieurs clients en temps partiel sur une semaine, sur un mois, soit en fait enchaîner des missions courtes chez un grand nombre de clients. Donc ça c'est un petit peu plus rare. Donc ce mode de fonctionnement là, il est quand même beaucoup plus instable au niveau des revenus que le mono-client. Et il va demander beaucoup plus une quantité de tâches administratives plus importante. Parce que le mono-client, en gros, on va signer un contrat au début, puis on fait une facturation en fin de mois. Là, on va souvent faire des devis, retravailler ces devis. Les devis peuvent ne pas aller au bout. Et en fin de mois, on facture plusieurs clients. Ensuite, il faut suivre les encaissements, parce qu'il peut y avoir des difficultés de trésorerie côté entreprise. Donc, c'est plus de travail. Ensuite, la recherche commerciale, elle est beaucoup plus importante. Et surtout, si on voit une période de baisse qui arrive, il faut rechercher, il faut non pas chercher un client comme quand on est un monoclient, mais plusieurs. Donc on passe beaucoup de temps à chercher. Après, dans les points positifs, les missions qui vont être sur des missions courtes, souvent ces missions peuvent être très intéressantes parce que ça va être une expertise particulière ou de l'audit. C'est-à-dire que si on est un spécialiste dans un domaine donné, comme je sais pas, un spécialiste scientifique ou je sais pas, un DevSecOps, c'est peu probable que l'entreprise paye pour des années, mais elle va peut-être nous prendre une prestation d'1 mois,
de 3 semaines. Donc c'est pour ça que ça peut donner une activité à des gens qui n'en auront pas sous forme, à des profils qui n'en auraient pas sous une forme de mission longue. Après, ça peut être vraiment complexe de gérer plusieurs clients en même temps, et notamment quand on fait rentrer un nouveau client. Quand on est en temps partiel, ça peut être assez compliqué. J'ai vécu la situation, on peut avoir des vrais dilemmes. Est-ce que je rentre un nouveau client, donc moi ça m'offre de la sécurité en plus, mais d'un autre côté, je suis obligé de peut-être faire moins que ce que j'avais prévu chez les autres clients, et ça peut être des situations assez compliquées. Ensuite, dans les points qui sont mitigés, c'est qu'on peut avoir des vrais trous d'activité par rapport au monoclient qui est beaucoup plus optimisé. Alors ça peut être bien si on souhaite se former sur certaines technologies, ce qui est indispensable, hein, pour moi, de mon point de vue quand on est indépendant, ou monter une offre de type SaaS et devenir peut-être un autre type d'indépendant. Alors l'indépendant de type vendeur SaaS, bon j'en ai pas dans mon entourage. Je pense que ça a fait beaucoup rêver parce que les jeunes générations, peut-être elles ont vu sur YouTube des entrepreneurs qui ont réussi sur ce modèle-là et que du coup, voilà, ça génère une sorte de rêve. En tout cas, moi j'en connais pas. C'est vrai que ça peut générer de gros revenus si ça passe à l'échelle. Donc je pense qu'une partie de l'attrait vient de là. Aussi, ça peut procurer une très grande souplesse dans l'organisation parce qu'on vend plus des heures mais un service, donc on peut travailler quand on en a envie. Par contre, c'est très complexe à démarrer. Ça veut dire qu'il faut la créativité, il faut avoir une idée au départ, il faut investir parce qu'on ne va pas forcément avoir des revenus tout de suite. Donc de mon point de vue, c'est celui qui demande la plus grosse prise de risque. Ça nécessite des compétences de marketing, surtout si on veut adresser du B2C. Et dernier point, si le passage à l'échelle a lieu, on peut dire que c'est super d'un point de vue financier et c'est très positif, mais en fait très vite je pense que ça veut dire monter une entreprise et plus être indépendant. Par exemple, si on a un service de cloud et qu'on veut avoir l'esprit tranquille en vacances, il faut payer quelqu'un pour au cas où faire de la maintenance, intervenir sur les serveurs du cloud, ou alors s'il y a des nouveaux clients ou s'il y a du support client à faire, payer quelqu'un. Donc voilà, c'est pas si simple que ça, et c'est une catégorie que je classerais quand même un petit peu à part. Donc moi, de mon point de vue, l'expérience vraiment personnelle, c'est que j'ai fonctionné en multi-client. Au début, mission courte, puis de plus en plus, je suis sur du temps partiel. Je pense que 2025 sera sur du temps partiel. Après, on s'adapte. C'est pas forcément quelque chose que j'ai choisi consciemment dès le début. Ça s'est trouvé comme ça. Et peut-être dans le futur, s'il y a des gros changements, je serai plus comme ça. Dans les points très positifs, c'est l'amélioration des compétences techniques. Donc mon profil, donc moi je suis DevOps. Et dans le passé, en fait, ce qui m'inquiétait, c'est que dans les entreprises, moi j'estime que mon profil avait de la plus-value parce qu'il était technique. Parce que je pouvais, même si je faisais un peu de management, vraiment comprendre les implications techniques. Et je perdais de plus en plus de cette expertise parce que j'étais, de mon point de vue, expert de technologies vieillissantes. VMware, Ansible, en gros, pour ceux qui connaissent. Et ça voulait dire pas d'expérience de pure web, cloud public, architecture Kubernetes. Ça, en un an, je l'ai tout résolu. Et si j'étais resté salarié, je vois pas comment je pense pas que j'aurais réussi. Ça paraît pas possible. Donc j'ai pu, sur du temps libre, passer une certification Microsoft Azure. Donc vraiment, ça m'a donné des bases un peu théoriques. Après, j'ai participé à plusieurs projets de déploiement sur Kubernetes et j'ai maintenu quelques infras, dont en plus certains projets qui sont sur GitHub en open source, donc ça m'a donné une petite visibilité. Donc je suis vraiment revenu sur la technique, j'ai plus du tout fait de management. Et alors je regrette pas d'avoir fait du management dans le passé parce que ça a pu me donner de l'aide, notamment pour une petite mission d'audit que j'ai faite. Concernant le fait de trouver des clients, alors c'est jamais quelque chose de simple, mais par rapport à cette difficulté, j'ai trouvé que l'effort avait été raisonnable. Mais les échos des autres indépendants que j'ai eu autour de moi en 2024 ne confirment pas cette impression. J'ai eu plutôt l'écho qu'en 2024 c'était assez difficile avec, ça veut dire petit budget et souvent mission, pas beaucoup de missions. Les prévisions 2025 sont malheureusement à peu près identiques avec le gouvernement qui pourrait restreindre des budgets, et ça c'est jamais bon pour les climats économiques, on verra, mais je pense que ça devrait être pareil. Et le retour d'expérience, c'est que j'ai eu des clients très très différents.
Donc tous les entreprises sont différentes, mais là, les clients que j'ai eus, dans leur mode de fonctionnement, même si parfois il peut y avoir des tailles comparables, sont très différents. Et l'adaptation dans un laps de temps très court peut être complexe. Parce que le client n'attendra pas la même chose et il ne conçoit pas le travail pareil. Donc par exemple, c'est pas pareil si on est si on travaille avec une start-up qui est dans une phase où elle commence à démontrer de la valeur à des clients qui s'intéressent à elle. Et ben ce qu'il faut c'est résoudre des problèmes très vite, peut-être pas forcément en regardant sur la méthode les moyens, mais amener de la percussion, pousser les choses, faire avancer. Et ben on va pas fonctionner pareil avec une entreprise qui est leader, qui a un produit d'une très grande technicité, très propre, très carré, où il n'y a pas d'équivalent. Et bah là, on va pas amener de la percussion, on va juste amener de la main-d'œuvre. Il va falloir être très minutieux, très propre, faire attention à ce que chaque mise à jour soit très contrôlée. Et donc, bah ça, passer dans une semaine, quand on passe de l'un à l'autre, ça peut faire parfois quelques difficultés de bascule. Donc, c'est un point où je pourrais progresser parce qu'effectivement, ça m'a un peu surpris. Mais bon, c'est comme tout, on peut s'adapter. Alors, est-ce qu'indépendant c'est mieux que salarié ou est-ce que salarié c'est mieux qu'indépendant? J'ai souvent eu droit à cette question. Il n'y a pas de réponse universelle. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas obligatoirement mieux et ça convient pas à tout le monde. Déjà, il faut une vraie résistance aux revenus irréguliers. Ça veut dire des périodes sans activité, des retards de facturation, et ça même si on est dans la forme la plus stable de type monoclient. Ça nécessite de savoir se vendre, contacter des clients potentiels, monter une offre. Ça veut dire comprendre là où son profil va amener de la valeur, là où il n'en amènera pas trop et ça vaut pas le coup. Savoir raconter un peu une histoire là-dessus et trouver là où on peut amener chez les clients. Et moi, enfin, des entreprises dans lesquelles je suis passé, la plupart des profils techniques seraient incapables de faire ça. Après, faut être capable de réseauter. Donc moi, il se trouve que j'adore ça, je pourrais même passer beaucoup plus de temps, je me limite. Mais je pense que je suis un peu atypique dans le domaine. Moi, j'aime bien comprendre l'économie, les choses qui avancent. Mais je pense, voilà, c'est pas courant. Après, ce qui est très très bien en indépendance, c'est que ça permet de mieux contrôler les domaines sur lesquels on travaille. C'est-à-dire que là, je suis revenu sur les techniques. J'ai pu limiter ma perte, on va dire, cette baisse de niveau technologique, et ça, c'est génial. Dans les points qui sont délicats, c'est cette baisse du lien avec l'entreprise. Parce que voilà, on reste des humains, et par exemple, les gens peuvent attendre, ça peut être une reconnaissance pour certains de l'entreprise, ou un aspect social, hein. Je m'entends bien avec mes collègues, ou je m'entends bien avec mes supérieurs, ma hiérarchie. Donc ça, quand on est à son compte, on reste pas vraiment, on n'est pas vraiment dans l'entreprise. En tout cas, moi j'ai expérimenté plutôt ce genre de situation. Et pour certains, surtout cumulé parfois au full, au télétravail temps complet, ça peut être perturbant et ça peut même, je pense pour certains, être démotivant. Donc après, si par contre on est sûr de ce qu'on veut faire, qu'on a une vision, qu'on sait dans quelle direction on veut aller, ça peut se gérer. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des remarques, si vous avez des points de divergence, ou si vous, en tant qu'indépendant, vous avez des fonctionnements autres, n'hésitez pas, j'adore échanger. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025.